Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous parler de ma vision du concept yoga, santé, nature. Pourquoi associer ces trois mots les uns avec les autres? Eh bien, puisque dans ma vision du yoga et dans la vision originelle du yoga, la nature est extrêmement présente. À travers les postures, on voit des postures de végétaux, par exemple avec la posture de l'arbre, avec la posture de la fleur. On voit beaucoup de postures d'animaux, avec le cobra, la sauterelle et j'en passe. Donc déjà, les références à la nature sont extrêmement présentes. Ensuite, la présence des éléments qui sont en nous à travers nos centres énergétiques, qu'on peut appeler aussi les chakras. Donc je vais vous en parler un petit peu plus précisément, parce qu'en fait, ces éléments qui sont en nous, quand on se promène dans la nature, au final, c'est comme un effet de résonance, comme un miroir. Toutes les parties de nous qui résonnent avec notre environnement, elles retrouvent leur équilibre, elles se rechargent, puisque la nature est vraiment une source d'harmonie pour nous. L'équilibre de l'écosystème, de tout ce qui se crée naturellement dans la nature, est vraiment une source d'inspiration pour notre corps. Et juste le fait d'être présent à ce processus, donc sentir qu'autour de nous, il y a des graines qui poussent, même si c'est très très lent, sentir toute cette logique, toute cette dynamique de la nature en mouvement autour de nous, les arbres qui communiquent entre eux, qui communiquent aussi avec leur environnement, l'odeur des fleurs, l'odeur de l'humus de la terre. Tout ça, donc, ce sont vraiment des dynamiques qui sont extrêmement bénéfiques et qui sont très harmonisantes pour notre organisme dans toutes ses dimensions physiques, émotionnelles, énergétiques, spirituelles aussi, puisque l'être humain, il se place dans l'univers, en fait. Hein. On n'est pas juste des êtres humains dans une société. L'être humain est un être social, mais il se replace aussi dans son univers. Et l'univers, c'est la nature, etc., etc. Donc, selon la tradition du yoga, tous les éléments sont présents en nous. Donc, un peu plus de détails. Premier chakra qui se trouve au niveau du bassin, chakra racine qui est lié à l'élément terre. L'enracinement, l'ancrage, la matière, le sentiment de sécurité. Alors, si j'ai pas le sentiment de sécurité, de confiance en la vie, euh, si je me sens pas reliée au principe de l'abondance qui est inné dans la nature, puisque tout ce qu'on va semer, toutes les graines qu'on va semer dans la nature, elles poussent naturellement. Si elles sont bien nourries, si elles sont au bon endroit, etc., elles vont pousser. La nature, la terre est fertile. Donc, premier chakra, fertilité, la terre, l'ancrage, l'enracinement, l'abondance, etc. La terre, donc élément terre. Deuxième chakra, bas du ventre, l'élément eau, qui est lié à la créativité, à la reproduction, au fait de prendre part au plaisir de la vie. Et c'est vraiment l'idée de laisser s'exprimer notre propre créativité. Alors, c'est pas forcément d'un point de vue artistique, ça l'est, mais pas que. C'est vraiment être créateur de notre vie. D'accord? Donc, vraiment la créativité sous toutes ses formes. Ensuite, troisième chakra, donc chakra du plexus solaire, énergie du feu, élément feu, donc qui nous relie au soleil. Et donc, c'est vraiment tout ce qui crée de l'énergie, tout ce qui va créer de l'énergie. Et puis, au niveau émotionnel, ça va être relié à l'affirmation de soi, au fait de rayonner parmi nos pairs P-A-I-R-E-S, donc parmi nos semblables, trouver notre place dans notre communauté. Ça passe aussi par dire qui nous sommes, définir qui nous sommes, définir les limites de nos capacités, de nos possibilités, de nos valeurs aussi. Donc tout ça, ça veut dire, ça implique toujours de trouver ses limites, de les exprimer d'une manière correcte, qui n'est pas toujours facile, et pour pouvoir rayonner vraiment nos qualités, ce qui a besoin de prendre plus d'espace, plus d'ampleur, plus d'expansion. Si je suis pas consciente de mes limites, ben, ce qui a besoin de rayonner en moi, ça va être limité parce que je vais avoir des énergies parasites qui vont me focaliser sur des choses qui ne me conviennent pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait que ce qu'on veut dans la vie, mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'est important de délimiter vraiment l'essentiel pour nous et ce qu'on a besoin de travailler plus
et de faire rayonner encore plus, à ce à quoi on a besoin de donner plus d'expansion. Donc notre flamme intérieure, l'idée d'énergie, de centre énergétique, hein, le soleil c'est vraiment un astre qui est, enfin c'est de l'énergie en condensé, et puis il brûle. Donc le fait de brûler, c'est une combustion qui crée de l'énergie. Cette idée de créer de l'énergie, on la retrouve aussi en nous, puisqu'on va capter l'air de l'extérieur, et l'air, on va le transformer en énergie. Donc cette idée de transformer une énergie en une énergie consommable, entre guillemets, utilisable pour notre organisme. Ensuite, on a le 4e chakra, chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur lié à l'élément air. C'est ici aussi qu'on a nos poumons qui vont chercher l'air de dehors. Donc, comme je viens de le dire, c'est pareil, c'est un centre énergétique. Il va chercher l'oxygène, l'air du dehors, et il va le transformer dans ses cellules en une énergie qui est disponible pour lui. Donc, se nourrir de l'air, d'un air pur. Donc, si on ne peut pas tous les jours, tout le temps respirer un air pur, on va chercher vraiment à y aller un maximum. Chaque semaine, c'est vraiment important d'aller dehors, en fait. Et c'est pour ça aussi que faire du yoga dehors, ça a vraiment du sens parce que c'est là qu'on va aller chercher tout le prana. Le prana, c'est l'énergie. L'énergie se trouve dans l'air, mais pas que, hein, dans l'alimentation, dans notre alimentation, dans les moments de joie qui vont nous nourrir, qui vont nous servir aussi de réserve de joie intérieure, parce que la vie, elle n'est pas joyeuse forcément, pareil tous les jours, c'est la vie. Mais c'est important d'être capable de vraiment capter les énergies positives de nos moments, de nos bons moments dans la vie, pour les garder en soi et pouvoir en avoir quand ça manque, pour avoir les puiser à l'intérieur de soi, tout au fond de soi, quand la joie et quand l'énergie vient à manquer. Être capable de faire des réserves d'énergie, c'est vraiment essentiel pour que notre énergie soit stable. Sinon, on est sujet à des fatigues chroniques, à des burn-out, à une espèce de mal-être. Donc, c'est vraiment essentiel, en fait, d'être capable de se recharger. C'est pas toujours facile de se recharger en énergie. Donc, chakra du cœur, élément air. Donc, l'idée de l'amour sous toutes ses formes, l'amour de la vie, l'amour du fait d'être en vie. C'est l'élan vital, le mot cœur, ça donne le mot courage. Donc, j'ai l'énergie pour faire ce qui m'anime, en fait, grâce à l'énergie du cœur. On dit aussi avoir du cœur, c'est être dans l'amour, mais c'est aussi dans le sens du mot courage. Donc, énergie du cœur, c'est aussi l'amour pour son prochain, pour les autres êtres, nos pairs, donc les autres êtres humains, les autres êtres vivants. Et donc tout ce qui il y a vraiment plein de sortes d'amour en fait, hein. L'amour, ça se décline sous plein de formes et c'est, on va pas en parler, on va pas tous les énumérer aujourd'hui et puis est-ce qu'on a tous les mots pour le dire finalement, c'est pas sûr. En tout cas, c'est une énergie qui nous expanse, qui nous grandit, qui nous élève et il faut savoir que le champ magnétique du cœur a été, comment dire, calculé, enfin a été mesuré. Et en fait, il serait beaucoup plus vaste que le champ magnétique de notre cerveau, dans notre tête. Donc en fait, ce qui fait qu'on attire à nous des situations, des choses, des gens, etc., eh bien, ça va plutôt être la force magnétique de notre cœur que celui de notre cerveau. Ça ne veut pas dire que raisonner, c'est pas important. Le mental, c'est très important. Mais c'est comment on fait communiquer l'énergie du cœur avec l'énergie de la tête, du mental, de la raison. Je pense que c'est une question très importante et qu'il ne faut pas poser n'importe comment. Parce que ne jamais être dans le mental, je ne suis pas sûre que ce soit très bénéfique non plus. L'idée, c'est un bon équilibre en fait entre ces deux centres énergétiques. Ensuite, nous avons donc Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge, qui est lié à l'élément espace. À l'élément éther. Donc l'élément éther, c'est toutes les énergies subtiles. Donc tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui n'est pas matériel, tout ce qui est éthéré, tout ce qui nous élève, d'accord? C'est le chakra de la communication. Communication sous toutes ses formes, donc je communique à travers ma voix, à travers mes paroles,
mais je communique également à travers, d'une façon inconsciente, de comment je bouge, de comment je m'exprime. Toute la communication implicite, elle passe pas que par les mots. Elle passe aussi par des intentions, par des vibrations, par des choses qui nous dépassent, qu'on maîtrise plus ou moins. Et communication qui passe aussi par communiquer au monde ma propre vérité. Donc ça va peut-être passer par mes réalisations, mes projets de vie, mes valeurs, la manière dont j'affirme mes valeurs. Donc exprimer ma propre vérité, ce qui n'est pas toujours facile de l'exprimer de manière juste. Ça veut dire que je ne vais pas imposer aux autres ma vérité, je ne vais pas m'écraser non plus face à la vérité des autres ou du collectif. C'est comment comment j'affirme ma propre vérité, comment je l'exprime. Des fois, ça va être d'une manière ou d'une autre. C'est pas toujours évident. En tout cas, c'est une attitude, c'est un peu comme une promesse qu'on se fait à soi-même, un pacte avec soi-même, de ne pas s'éloigner de sa propre vérité. Quelles concessions je suis capable de faire et jusqu'où, enfin voilà, jusqu'où je me respecte et comment je fais pour ne pas faire les concessions que je ne suis pas capable de faire. Parce qu'on est capable de faire des concessions et il y en a d'autres qui nous amènent à ne plus être nous-mêmes. Donc comment est-ce que je fais pour affirmer ma propre vérité? Un grand défi du quotidien. Élément éther. Ensuite, on a le point entre les sourcils, Ajna Chakra, le chakra de la connaissance, de l'intuition, de notre guide intérieur, qui est relié à l'élément espace. Nous y voici. L'élément espace, c'est pas un élément dont on parle tous les jours. Il existe notamment dans les traditions tibétaines, indiennes, hindoues. Et je trouve vraiment intéressant parce que il nous explique que quand on évolue toujours dans des petits espaces, qu'ils soient géographiques, physiques ou mentaux, eh bien en fait ça nous restreint. C'est comme un poisson, quand il évolue dans un petit bocal, en fait, il va rester petit. Et puis si on le met dans une rivière ou dans l'océan, si c'est un environnement propice pour lui, il va devenir plus grand. Donc il évolue, sa taille, en fait, elle évolue en proportion du volume de l'eau, de la quantité d'eau qui l'entoure. Donc ça, je trouve ça vraiment important parce qu'à l'heure où on a tendance à s'empiler les uns les autres dans des petits espaces, dans des appartements, euh, eh bien, si on ne sort pas de chez soi régulièrement, en fait, ça va finir par avoir une incidence sur notre état d'esprit. Alors, ça ne veut pas dire que je suis contre les petits espaces. Avoir son petit cocon, se sentir en sécurité, c'est super. Mais le truc, c'est s'il n'y a pas un moment dans la vie, enfin régulièrement, au moins chaque semaine, où on voit plus loin que le mur d'en face, ça va avoir une incidence sur le développement de nos pensées, de notre mental, de notre état d'esprit. Donc l'élément espace, qu'est-ce que ça vous évoque? Je trouve ça vraiment intéressant de méditer sur ça, en fait, parce que c'est une dimension de notre être aussi. Qu'est-ce qu'on en fait de cet élément espace qui est en nous, qui demande aussi à s'exprimer, donc qui est relié à notre intuition, notre guidance intérieure, comment on fait pour se repérer dans l'espace, trouver nos repères. Face à l'inconnu, donc l'intuition, c'est quand on n'a pas vraiment les moyens mentaux, raisonnés de prendre une décision, on s'en remet à notre guide intérieur, à notre intuition, à ce qui n'est pas forcément de l'ordre de l'objectivité. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de cet élément espace? Question. Ensuite, on a le chakra couronne au-dessus de la tête. Et donc celui-ci, il est lié avec notre capacité de connexion avec notre environnement. Connexion de façon implicite, donc on pourrait parler de télépathie, on pourrait parler de connexion. Alors la connexion, elle n'est pas forcément mentale, c'est pas forcément des mots qu'on communique, c'est peut-être d'autres choses peut-être plus subtiles. Et donc dans beaucoup de traditions, donc c'est vraiment, c'est là qu'on a la glande pinéale, hein, qui nous relie à notre environnement. C'est aussi la partie de notre corps qui nous relie au jour,
à la nuit, hein. C'est ici qu'on vient capter le jour, voilà, le corps il va se mettre à fabriquer du cortisol et tout ça. Donc ce sont des messages qui s'envoient dans le corps ou surrénal pour fabriquer du cortisol, pour pouvoir avoir de l'énergie, pour bouger. Et puis la nuit, pareil, le message s'envoie dans toutes les glandes endocrines, toutes les productions chimiques diverses et variées de notre corps pour se mettre en position de repos, en état de repos. Donc c'est vraiment ce lien avec l'univers, avec le rythme de l'univers, le rythme des saisons, le rythme jour-nuit, donc soleil, lune. Euh, et donc ce chakra, il est relié à l'élément lumière, et particulièrement la lumière intérieure. Donc qu'est-ce qui fait lien entre la lumière extérieure et notre lumière intérieure? Comment est-ce que je viens mettre de la lumière au-dessus de ma tête pour éclairer mon intériorité, pour essayer de comprendre mon intériorité, qui je suis, comment je fonctionne, etc. Voilà, super intéressant. Et donc chakra couronne qui nous élève aussi vers les énergies subtiles du ciel. La terre, elle nous ancre dans la matière et chakra couronne, c'est plutôt des énergies invisibles, impalpables, mais qui sont concrètes quand même. L'invisible fait partie de notre vie, qu'on y mette les mots qu'on veuille, l'invisible fait partie de notre vie. Donc voilà, donc vous voyez, ici on a 7 éléments qui sont chacun reliés à un centre énergétique de notre corps. Et lorsque nous sommes dans la nature, donc on voit bien que ces centres énergétiques, ces éléments, ils sont directement liés à la nature. Jour-nuit, bon, c'est la nature, hein, c'est le soleil, c'est le rythme qui nous est donné sur cette terre, et nous y sommes reliés, qu'on y veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas. Donc quand on est en connexion avec les éléments dans la nature, en immersion totale dans la nature, eh bien toutes ces parties de nous, tous ces centres énergétiques résonnent, font miroir en fait avec ces facettes de la nature, de notre environnement autour de nous. Donc ces connexions-là, on ne peut pas les avoir quand on est dans un milieu urbain, quand on marche sur du béton, on ne marche pas sur la terre. Il y a donc une couche de béton qui nous sépare de la terre. Au niveau énergétique, ça change beaucoup, beaucoup de choses. On a la lumière des réverbères, on a les bruits des voitures, on a la pollution, on a plein de maisons qui ne sont pas toujours faites dans des matériaux naturels, etc. Donc moi, j'aime bien la ville aussi. La ville, c'est la culture, c'est plein de gens, la possibilité d'habiter enfin, les uns avec les autres, dans des milieux euh, où on n'est pas paumé tout seul. Donc c'est bien, il y a vraiment du positif dans la ville. Mais la ville, par contre, le côté négatif, c'est qu'elle nous coupe. En tout cas, elle a tendance à nous couper de notre lien avec la nature. En tout cas, notre lien avec la nature, c'est quand même difficile de le vivre entièrement si on reste toujours en ville. Et encore une fois, l'endroit, notre environnement, il a une influence énorme sur notre état d'être, sur notre évolution, sur la manière dont on se positionne dans la vie, sur nos prises de décision, sur la largesse de notre esprit, sur ce qu'on s'autorise à penser ou à croire ou pas. C'est pas rien, quoi. C'est vraiment pas rien. Donc, voilà, je suis en train de faire l'apologie des balades dans la nature. Et c'est vraiment, alors, marcher dans la nature, être dans la nature, déjà, ça nous recharge. Et en ce moment, je suis en train de mettre en place donc des sorties yoga nature où on va aller dans la montagne, dans des milieux très préservés, où l'air est très très sain, où les arbres, les fleurs nous protègent, nettoient en fait, hein, ils ont ce rôle de nettoyer la pollution, nettoyer l'air, donc viennent assainir notre environnement, nous font la joie de leur présence, de leurs belles vibrations, de leurs odeurs, de toutes ces substances qu'ils nous envoient, qui sont très très bénéfiques et apaisantes pour le système nerveux, hein. L'arbre, il fabrique des substances et quand on se balade au milieu des arbres, en fait, on revient, ça c'est pas visible, mais on a plein de petites molécules sur nous.
Et ces molécules, en fait, sont très, très bénéfiques, pour notre système nerveux. On fait aussi le plein d'ions négatifs. Les ions négatifs, ça fait circuler, l'énergie de notre corps, l'électricité de notre corps dans le bon sens. On peut le dire comme ça, c'est une manière de dire les choses. Donc en fait, les énergies de notre corps ne fonctionnent pas, ne circulent pas de la même manière quand on est dans la nature. Alors, être dans la nature, déjà, c'est énorme. Et ensuite, il y a des pratiques qui nous permettent de nous connecter et de nous remplir encore plus des énergies de la nature. Faire des exercices de respiration dans la nature, faire du yoga dans la nature. On sait que vraiment dans les postures de yoga, on ouvre à fond nos centres énergétiques, nos énergies, nos tissus, nos voies respiratoires. Tout ça, c'est en ouverture. Donc c'est sûr que c'est pas pareil de faire toutes ces ouvertures où on est très réceptif aux énergies, à l'air du dehors, que de le faire au milieu des pots d'échappement, c'est quand même pas pareil. C'est beaucoup plus ressourçant. Et puis quand on se retrouve à côté d'une rivière, à côté d'une cascade, alors on a les ions négatifs aussi, mais on a aussi une connexion avec l'élément eau qui est aussi en nous, puisque nous, on est composé à peu près de 70% d'eau. Donc vous imaginez, ne serait-ce que le son de l'eau, il nous connecte à des parties de nous. C'est comme si une partie de nous était reconnue et avait l'occasion de s'harmoniser au milieu de ces sons. Donc se connecter à travers tous nos sens, c'est vraiment essentiel. Donc tous nos sens, alors oui, ça va être le toucher, toucher la terre, toucher les arbres, toucher les fleurs, cueillir les fleurs, les connaître aussi. Ça va être les odeurs. Les odeurs, c'est très très puissant. On sait que on se soigne avec des odeurs. Alors je dis pas qu'on guérit absolument tout avec les odeurs, mais les odeurs sont thérapeutiques. On le voit avec les huiles essentielles, mais on le voit aussi dans la nature. En fait, ces odeurs très très puissantes de la nature, elles viennent nous ressourcer profondément. Les odeurs, le goût, donc le fait de manger par exemple des plantes sauvages, le fait de boire, alors maintenant on le fait moins parce que les eaux sont pas forcément très saines pour nous. En tout cas, connaître les plantes sauvages qui peuvent être consommées, en faire des tisanes, des décoctions, faire infuser une eau froide en fait pendant 6 heures avec des plantes, ça va lui donner les vertus de la plante, ça va lui donner l'odeur ou le goût si c'est une fleur qui a une odeur particulière. Donc le goût, ça va vraiment être important aussi. Ensuite, nous avons les sons, se connecter aux sons. Les sons émettent des vibrations aussi, hein. Les sons, quand on entend, c'est comme avec les bols tibétains ou les bols en cristal de quartz, les sons émettent des vibrations. Il y a des vibrations qui sont bénéfiques pour notre corps. Toutes les vibrations, en fait, elles résonnent en nous et elles vont modifier nos cellules, elles vont modifier vraiment comment ça s'harmonise ou pas dans notre corps, comment ça se met en mouvement dans notre corps. Donc les sons de la nature sont particulièrement harmonieux pour notre corps. Ils ont une influence très très positive, très très harmonisante pour notre corps, que ce soit le son des chants des oiseaux, que ce soit le son de l'eau quand elle coule, d'une cascade, d'une rivière. Tous ces sons, quand on marche, le craquement du bois sous nos pas ou autre, hein, des feuilles séchées sous nos pas, ce sont vraiment des sons en fait qui nous connectent aussi à quelque chose d'essentiel parce que quelle que soit euh, l'instabilité de nos vies actuelles, de nos projets, de nos préoccupations qui durent un temps, la nature, en fait, elle est toujours très stable dans sa dynamique. On sait que quand on sème une graine dans la terre et qu'elle a ce qu'il faut pour se nourrir, en fait, elle pousse. Et ça, en fait, depuis la nuit des temps, sur Terre, la vie sur Terre, c'est d'abord ça, en fait. Donc ça nous reconnecte à quelque chose d'essentiel en nous, qui nous reconnecte quelque part à l'histoire du monde, à l'histoire de l'humanité, à quelque chose d'immuable sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut compter. Et donc, quand on est dans une vie un peu changeante, un peu déstabilisante, se relier à cette grande stabilité de la logique de la nature, avec tout ce qu'elle a aussi de
parfois de monstrueux, hein, la nature est aussi capable de créer des tempêtes, des tsunamis, mais quand elle est stable, quand elle a les conditions pour être stable, la nature, en fait, elle nous harmonise. Donc on a dit les sons, sans oublier que les sons, c'est pas que ce qu'on entend avec nos oreilles, c'est aussi des vibrations qu'on reçoit à l'intérieur. Et ça, quand on le conscientise, l'effet, il se décuple en fait. Donc on a parlé de quatre sens, ça veut dire qu'on en a oublié un. Le toucher, l'odorat, on n'en a pas parlé. Si les odeurs, on en a parlé. La vue, on n'a pas parlé de la vue. Donc, tout ce qu'on voit, et notamment la luminosité, notamment les couleurs dans la nature. Donc, on sait que le vert, il a une influence équilibrante sur nous. Je sais qu'en yoga thérapie, on utilise beaucoup la couleur verte. On va venir visualiser un organe de la couleur verte pour l'équilibrer. La couleur verte, on la voit beaucoup dans la nature. Il y en a des dégradés de plein de vert dans la nature. Et rien que le fait de les regarder, ça nous plonge dans un certain état d'esprit. La luminosité, la présence du soleil par la vue, c'est énorme aussi, on le sait, hein, quand on est trop longtemps dans l'obscurité, en fait, au niveau du moral, ça ne fonctionne pas pareil que quand on est beaucoup dans la luminosité. Donc, on nourrit nos yeux avec la luminosité, avec les couleurs. La couleur du ciel, la couleur bleue, elle est apaisante. Donc ça, c'est vraiment des influences, des couleurs aussi. C'est des couleurs qu'on retrouve dans la nature. Et quand on voit au niveau artistique, ou quand on essaye de reproduire même artificiellement des couleurs, on voit quand même que les couleurs qui nous inspirent le plus, ça va être des couleurs qu'on retrouve dans la nature, hein. Toutes les couleurs se retrouvent plus ou moins dans la nature. Le bleu, le vert, ils sont extrêmement présents. Le marron aussi, on en a plein de dégradés. La couleur de la terre, elle n'a pas la même couleur partout non plus. Elle peut être noire, parfois elle peut être un rouge foncé. Tous ces dégradés de couleurs, on s'en nourrit. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi la couleur de la mousse à certains endroits dans les forêts. C'est impressionnant, c'est luminescent, c'est fluorescent. Ça installe une ambiance très particulière. Des fois, on se croirait dans un monde merveilleux, alors qu'on est juste dans une forêt. Et pour le peu que les roches, les rochers, les cailloux, les troncs d'arbres sur lesquels se sont installés la mousse et des formes un peu particulières, on a vraiment l'impression de se voir se dessiner des personnages magiques, merveilleux, fabuleux. Et en fait, on est juste dans une forêt et c'est vraiment des ambiances en fait qui peuvent aussi ouvrir notre imaginaire. On peut imaginer un peu ce qu'on veut dans les formes des troncs d'arbres, la forme des arbres aussi. Donc tout ça, ça ouvre notre imaginaire et c'est sans limite. Et c'est une manière aussi de se connecter à la nature, de laisser aller notre imaginaire en fait sur qu'est-ce que nous évoque la forme de cet arbre. Qu'est-ce que nous évoque la forme de ce rocher avec la couleur qu'ont laissé peut-être les vents, les pluies qui sont venus travailler ce rocher? Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur son histoire? Donc ça, ce sont des manières de se connecter à la nature. Donc on dit que les roches, les minéraux, sont la mémoire de la Terre. Et c'est vrai. La roche, c'est une matière très très dense qui emmagasine dans sa mémoire, dans sa forme, son histoire en fait. Qu'est-ce qui est venu s'accumuler? Quelles sont les matières qui sont venues s'accumuler? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pluie, la pluie, l'érosion, le vent aussi qui crée de l'érosion? Et puis la grandeur, la grosseur de la pierre, en fait, indique des choses aussi sur son âge, sur de quelle époque elle date. Donc c'est énorme. Et donc tous ces éléments, tout ce qu'on va trouver dans la nature, ça émet des vibrations particulières. Ce sont des éléments, j'ai pas envie de dire le mot objet. Là, j'étais en train de parler des roches, mais ce sont des témoins en fait d'une histoire. Ce sont des témoins de l'histoire de la nature à cet endroit particulier où on se promène. Et les arbres aussi sont des témoins d'une histoire, ils sont plus âgés que nous, enfin en tout cas ils vont plus loin que nous en âge. Ils nous inspirent aussi par leur ancrage, par leur sagesse, par leur stabilité.
Donc les végétaux ont un langage aussi à travers la manière dont ils se tiennent, à travers leur forme, à travers leurs odeurs, à travers la manière dont ils, leurs caractéristiques, leur caractère, on peut dire. Donc j'aime bien prendre l'exemple du pissenlit, par exemple. Le pissenlit, il a un réseau racinaire très très dense, donc il est très très ancré à la terre. Il va puiser l'énergie de la terre très intensément. Et en même temps, sa fleur, elle évoque le soleil. On a l'élément feu. Et au niveau de la couleur aussi, hein. Et puis, à une certaine époque, en fait, le pissenlit, il laisse ses graines partir dans les airs. Donc il est relié aussi à l'air, à l'élément air. Et donc ces petites graines, elles volent dans le vent, donc une impression de légèreté. Donc cette fleur, en fait, mine de rien, juste par sa manière d'être, elle nous montre qu'on peut être à la fois très enraciné dans la terre et à la fois s'élever très très loin dans les airs, vers tout ce qui est éthéré, vers tout ce qui est subtil, vers tout ce qui n'est pas palpable et vérifiable par les lois de la matière. Donc les mystères de l'invisible. Donc voilà un petit peu différentes pistes que je voulais vous donner sur des différentes manières de se connecter à la nature et prendre conscience que tout ce qu'on trouve dans la nature, on l'a en soi. La stabilité, l'ancrage, on peut le trouver en soi aussi. Le fait d'être éthéré, d'envoyer nos graines dans l'espace, dans l'élément air, de s'élever vers le ciel comme un oiseau, on peut le trouver en nous aussi d'une autre manière, mais en tout cas, on peut s'inspirer des oiseaux, des plantes, des fleurs qui envoient leurs graines dans l'espace, par exemple, dans l'espace, dans l'élément air. Donc tout ça, ça nous inspire, ça nous parle parce que c'est notre langage aussi. Quelque part, les végétaux parlent un langage qu'on peut reconnaître parce que on l'a à un certain niveau en soi. Et donc ce langage, il est particulièrement harmonisant. C'est le don de la nature. Alors je sais que des fois on m'a dit, oui, la nature n'est pas que bonne pour les hommes, elle fait aussi des tempêtes. Et oui, ben, la nature, elle se nettoie. Elle a aussi ses tempêtes, comme tout, comme nous aussi, on a nos ombres et nos lumières. La nature, elle a ses dangers aussi et ses moments harmonieux. Donc c'est vrai que c'est quand même plus harmonisant de se balader dans la nature quand il y a du soleil et que l'atmosphère est paisible. Mais la nature, elle vient aussi nettoyer, le rôle de la tempête. La tempête, c'est aussi l'élément air, hein, le vent, il peut être bénéfique et il peut être aussi transformateur. Le vent, c'est aussi l'élément de la transformation. Donc, dans la nature, il y a besoin aussi à des moments de tout nettoyer pour revenir à zéro. La transformation, c'est ça, c'est tout détruire sur son passage pour recréer quelque chose de nouveau. Donc, dans la nature, on a besoin aussi de ça. Alors après, moi je fais pas l'apologie des tempêtes et enfin je veux dire, il y a pas vraiment de jugement à avoir là-dessus. Évidemment, la nature, elle est harmonisante quand elle est paisible et elle vient nous envoyer son énergie de tempête, de bouleversement, de transformation quand elle est tempête, quand elle est plus sombre, quand elle est plus menaçante et tout ça, ce sont aussi des énergies qu'on a en nous et dont on a besoin. Donc on n'est pas obligé d'être dehors pendant la tempête, mais en tout cas, les énergies que nous laisse la tempête en nous, le vent, en ce moment, on a beaucoup des vents assez forts, hein. C'est une énergie de transformation, le vent, particulièrement quand il souffle fort. Qu'est-ce que ça peut venir nous évoquer à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que ça peut venir faire travailler en nous, cette atmosphère de vent, de changement, de bousculage, voyez, de transformation. Voilà. Bon, voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc la nature, en fait, c'est un miroir de ce que nous sommes dans nos différentes dimensions. Nous avons une manière d'évoluer différente. Nous trouvons nos écosystèmes différemment de la nature dans les sociétés humaines. Mais s'il n'y a pas cette reliance à la logique, à la dynamique de la nature à un moment donné, en fait, on se perd, on se déconnecte, on n'est plus ancré, on est dans une vie artificielle
Et je pense, en tout cas moi, si je me projette dans une vie artificielle, je me projette pas dans quelque chose d'harmonieux et de paisible pour moi. Ça me donne pas envie. Et j'ai le sentiment que il est urgent en fait de trouver des manières de se connecter profondément à la nature et de venir s'y ressourcer profondément, euh, au risque de se perdre, au risque de perdre son énergie, au risque de perdre sa paix intérieure, au risque aussi de voir notre vie émotionnelle fortement perturbée. Donc quand on est en permanence dans des énergies de colère, d'injustice, même si ça existe et que c'est bénéfique et que c'est là et que c'est fait pour être vécu, si on décide consciemment de s'y installer, c'est pas, c'est pas équilibrant en fait. Donc là, voilà, revenir à des énergies harmonieuses pour s'équilibrer en soi, il n'y a que la nature qui nous apporte ça et les pratiques énergétiques qui nous relient à la nature. Moi, la mienne, c'est le yoga, vous l'aurez compris, il y en a d'autres. Voilà, donc j'en profite aussi pour vous dire que je propose des séances de yoga dans la nature, dans les Pyrénées. Donc c'est à la journée. On peut aussi venir plusieurs jours, on peut dormir sur place. On va faire du yoga le samedi dehors si c'est possible, mais le dimanche, on va se promener dans la montagne, entouré, enfin guidé par un accompagnateur de randonnée. On n'y va pas que avec une professeure de yoga, on est en sécurité. Et on va vraiment aller dans des endroits ressourçants. Il faut marcher un peu pour les mériter, ces endroits-là. En même temps, ce ne sont pas des marches trop éprouvantes, c'est vraiment au niveau de tout le monde, enfin, moi qu'on n'ait pas le pied cassé, bien sûr. Et c'est vraiment s'autoriser, enfin, s'accorder ces moments dans ces endroits privilégiés où l'énergie est disponible en abondance et trouver des manières, des méthodes, des pratiques. Des fois, c'est juste s'asseoir et être présent pour vraiment profiter de l'énergie de ces lieux. Elle est disponible, elle est gratuite, euh, elle est juste présente. Donc c'est juste à chacun d'en profiter en fait, d'en profiter pleinement, de s'y connecter vraiment avec conscience. L'humain, il a la conscience, ce que n'ont pas les animaux, il y a une conscience dans la nature, mais elle se manifeste d'une manière différente que chez l'humain. L'humain, il a la conscience, donc il peut se connecter à tous ces éléments, à tous ces végétaux, à son environnement d'une manière consciente. Donc, je vous rappelle que notre environnement, il est vraiment décisif dans notre manière d'évoluer. Si on place un enfant dans un environnement très négatif, très néfaste, destructeur, il y a de fortes chances pour que ça l'influence, malheureusement. Ou alors il va lui falloir beaucoup, beaucoup de force et vraiment un grand ancrage pour traverser cet environnement, pour grandir dans cet environnement de manière équilibrée. Donc, choisir notre environnement, et si c'est pas possible dans notre quotidien, aller régulièrement dans un environnement qui nous harmonise pour replacer nos énergies à leur place, pour faire le plein de bonnes énergies, de bonnes vibrations, c'est essentiel pour s'équilibrer, pour pas tomber dans des burn-out, pour pas faire du yo-yo émotionnel, pour que notre énergie soit stable et constante au maximum. Après, la vie, c'est aussi, ça fait partie de la vie, hein, les inconstances, pardon, mais, mais comment on va rechercher notre équilibre dans ces moments où on est soumis à des inconstances. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous remercie pour votre attention si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Allez régulièrement dans la nature, particulièrement dans des endroits préservés. Essayez de ressentir, essayez d'aiguiser vos sens. C'est vraiment essentiel et c'est ça qui va vraiment faire que vous allez vous recharger. Et vous n'allez plus vivre votre quotidien de la même manière parce que ces énergies, elles restent en vous pendant longtemps. Il faut y retourner régulièrement. Voilà, voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonne journée, enfin bonne semaine et à très très vite. Au revoir.